Merci. Alors, on m'avait demandé de présenter ce sujet. Bon, alors là, j'ai des diapositives un peu moins récentes que mes collègues, mais il y a des concepts qui ont déjà été repris, donc j'irai vite pour ne pas perdre trop de temps. La question, en fait, est de savoir, vous voyez, là, c'est une vieille diapositive qui vous montre les stratégies. La question est de savoir, finalement, s'il faut débuter rapidement un anti-TNF dans la vie du patient ou s'il faut attendre. Donc, c'est plutôt ces deux stratégies, la stratégie qu'on appelle un rapid step care, qui est où on commence avec des immunosuppresseurs et un corticoïde, et puis après, on ira rapidement aux anti-TNF, ou débuter d'emblée un traitement anti-TNF. Mais la question, en fait, finalement, Mathurin l'a un peu répondu, et Audrey aussi, quand vous êtes sur le chemin, là, que vous contrôlez, quelle que soit l'option que vous ayez choisie, très rapidement, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez introduire des traitements immunosuppresseurs. Alors pourquoi ça? Mathurin vous l'a dit tout à l'heure, parce que finalement, la maladie de Crohn, ça se complique, et vous voyez sur cette diapositive que les malades, dans le temps, développent des sténoses et des fistules. Vous voyez que même si la maladie au début est inflammatoire à 80%, au bout de 10 ans, vous avez quand même 50% des malades qui ont développé des complications, des fistules ou des sténoses. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser la question de faire un traitement anti-TNF. On est déjà en retard. Donc il faut vraiment anticiper, et vous avez même des patients qui au début déjà ont des formes compliquées. Il faut anticiper parce qu'il faut, comme on vous l'a montré tout à l'heure, casser cette courbe, ce dessin que vous connaissez bien. Il faut agir tôt pour éviter d'être dans des situations de sténose et de fistule où vous allez finalement aller à la chirurgie. Voilà, donc l'objectif, c'est d'essayer de casser tout ça. Et pour casser cette courbe, finalement, qu'est-ce qu'on a comme traitement? C'est les immunosuppresseurs ou c'est les biothérapies, et surtout les biothérapies, qui peuvent vous permettre de mettre ces malades en rémission de façon soutenue et sur une longue durée. Et cette idée, elle repose sur le fait qu'on veut modifier l'histoire naturelle de la maladie. Et vous voyez, cette étude récente qui a été présentée à l'UJW, c'est pas si évident que ça quand on regarde les études qui ont été faites. Vous voyez que finalement, quand on prescrit un traitement anti-TNF de façon précoce dans les 24 mois du diagnostic de la maladie, donc dans les deux premières années, par rapport à des patients qui ont eu un traitement plus retardé d'anti-TNF, vous voyez que dans le groupe qui a eu de façon précoce ce traitement, même s'il n'y a pas de différence en termes de rémission clinique, il y a beaucoup plus plutôt de cicatrisation muqueuse que dans le groupe qui a eu un traitement tardif. Il y a beaucoup moins de sténose. Et vous voyez que les patients qui n'avaient pas de cicatrisation muqueuse ou qui avaient une sténose, 80% étaient dans le groupe qui a vu ce traitement de façon tardive par rapport au groupe précoce. Donc il y a un intérêt à traiter précocement les patients par anti-TNF pour diminuer probablement l'histoire naturelle de la maladie. Alors, bien sûr, il ne faut pas traiter tous les malades par anti-TNF, ce n'est pas le message. Mais donc, comme on vous l'a déjà exposé tout à l'heure, pour prendre cette décision de traiter précocement ces malades, donc de faire des stratégies top-down, il va falloir définir l'activité de la maladie, identifier les patients à risque, et ça c'est compliqué parce qu'on a peu d'éléments. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on choisira sa stratégie, soit un step-up accéléré, soit un top-down. Et comme vous l'a dit Mathurin, il faudra faire une surveillance de ces objectifs, donc c'est le concept du treat to target, pour effectivement faire une adaptation thérapeutique précoce, modifier sa stratégie, tout ça pour éviter ces complications. C'est pas un petit chemin, mais c'est présenté sous la forme d'un organigramme, mais c'est le même concept finalement. Alors, identifier les patients à risque, c'est compliqué parce que vous voyez que ça c'est une vieille diapositive qui était intéressante, qui vous montre quand même tous les profils des patients qu'on a dans la maladie de Crohn et dans la RCH. Ce profil-là est probablement le profil de patient qui fait une poussée sévère, et puis après qui a une maladie qui est peu évolutive, et probablement le profil de patient qu'on peut surtraiter. C'est-à-dire que si d'emblée vous mettez une stratégie top-down, vous allez vous retrouver finalement avec des patients qui n'avaient peut-être pas besoin d'avoir de médicaments importants, puisqu'après ils ont une maladie qui est peu évolutive. Donc il faudra probablement faire de la désescalade. Cette situation de patient, c'est là où en général on est assez bon parce qu'ils ont une maladie assez réfractaire, donc très vite on a optimisé et on se retrouve avec des médicaments forts, et souvent là, c'est là où on est assez bon. Là aussi, quand la maladie va flamber, mais ça représente peu de patients, 3%, on va être un peu dans le timing. Et cette situation-là, c'est là où on ne va pas être bon. Là, on va se retraiter, et là, souvent, on va sous-traiter ces patients. Ces patients qui ont des poussées avec des intervalles de période où ça va bien, c'est ceux-là qui développent souvent des complications parce qu'en fait, on fait un petit traitement, ça s'améliore, on ne fait rien, et puis la maladie continue à évoluer. Finalement, il y a des nouvelles poussées. Et ces patients-là, souvent, c'est 32%, c'est ceux qui sont sous-traités, qui développent souvent des complications. Quand on les revoit à la deuxième ou troisième poussée, ils ont développé des complications. Alors,
Est-ce qu'on a des facteurs de mauvais pronostic? Ça, c'est la diapositive la plus importante finalement de ma présentation. Est-ce qu'on a des facteurs de mauvais pronostic? Il y a quelques facteurs qu'on peut identifier. C'est clair que quand vous avez une maladie qui est minime, il n'y a pas d'indication à mettre de traitement anti-TNF et vous avez le temps de faire une stratégie progressive. Quand vous avez une maladie sévère, je pense qu'il faut se poser la question d'emblée d'aller vers un traitement anti-TNF, de faire une stratégie top-down et éventuellement de faire, une fois que ça marche, de discuter de faire de la désescalade. Ça, c'est les formes sévères. Et puis, vous avez ces formes intermédiaires qui sont les maladies modérées. Et finalement, les maladies modérées, c'est celles-là qu'on soigne le moins bien. Et il faut, chez ces malades-là, qui ont des pathologies modérées, identifier probablement des facteurs de risque qui doivent nous amener à prescrire précocement un traitement anti-TNF. Si ce n'est pas d'emblée, en tout cas rapidement dans le suivi du malade si on voit qu'il n'y a pas de réponse. Et les malades qui peuvent justifier d'emblée d'attitudes agressives, ce sont des gens qui ont des formes étendues du grêle, parce qu'on sait qu'ils ont des maladies souvent réfractaires, des formes qui touchent le tube digestif haut, donc c'est rare, mais ceux qui ont des atteintes de l'estomac ou du jéjunum, c'est des patients qui sont souvent réfractaires aux immunosuppresseurs et ils sont sensibles souvent aux causes anti-TNF. Les patients qui ont des atteintes périnéales, vous le savez, aujourd'hui dans le Pyrénées, il n'y a que les anti-TNF qui sont vraiment efficaces. Et donc, ça serait une indication de les mettre rapidement sur ce type de traitement. Les patients qui ont des fistules aussi, les patients qui ont des sténoses, vous l'avez vu, Créole vous a montré que ça pouvait guérir les sténoses. Donc, c'est des patients qu'il faut mettre sous anti-TNF. Ceux qui ont des atteintes rectales, ils doivent être vraiment contrôlés et traités précocement avec des immunosuppresseurs ou des traitements anti-TNF parce qu'ils peuvent développer des pathologies graves et faire des maladies fistulisantes à ce niveau-là. Les patients qui ont des atteintes pancoliques, les patients qui ont des révélations pédiatriques, les patients qui sont corticorésistants doivent avoir des traitements précoces par anti-TNF. Vous voyez que ça en fait beaucoup finalement. Voilà. La corticodépendance, normalement on peut mettre un traitement par immunosuppresseur, mais si ça ne marche pas ou c'est la maladie assez sévère, c'est peut-être un traitement anti-TNF. Et puis les formes bien sûr sévères. Tous les autres on peut réfléchir, mais il n'en reste pas beaucoup finalement. Donc vous voyez que vous avez quand même beaucoup de situations où il faudra surveiller vos malades et rapidement optimiser et mettre précocement un traitement anti-TNF dans l'histoire de la pathologie du patient, parce que sinon vous allez vous retrouver dans des formes compliquées et ça sera probablement trop tard. Alors, la stratégie axée du step-up rapide, qui est l'introduction d'un immunosuppresseur. Est-ce que c'est bien? Oui, les immunosuppresseurs, vous voyez, ça marche. Hein, cette revue de Cochrane vous montre que l'Immurel, c'est bien pour la rémission, c'est bien dans l'entretien, c'est efficace. Donc, c'est un médicament qui peut vous aider à cicatriser. Est-ce qu'il faut le mettre rapidement? Alors, vous avez cette étude rapide que vous connaissez qui nous disait que finalement, dans une population de patients qui avaient été choisis selon les critères de Beaujolais, qui ne sont pas de très bons critères finalement, puisque c'est des patients qui étaient sous corticoïdes, qui avaient moins de 40 ans ou qui avaient une LAB, je veux dire, les deux premiers les corticoïdes et moins de 40 ans, ça représente quand même une majorité de nos patients, donc ce n'est pas des éléments très discriminants pour penser que c'est un mauvais pronostic. C'était seuls les LAB, mais il fallait avoir 2 de ces 3 critères. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence en termes d'efficacité, c'est-à-dire de trimestre de rémission, si on met d'emblée l'immunosuppresseur ou si on le met de façon un peu retardée. Néanmoins, dans cette étude, les patients qui avaient un immunosuppresseur retardé, ils l'avaient dans les 6 mois. Donc, je pense que cette étude ne permet pas de répondre véritablement à cette question et savoir s'il faut le mettre rapidement ou pas. Et elle dit juste que dans une population qui était la population avec ces critères-là, il n'y avait pas de différence en termes de rémission. Donc ça veut dire que vous avez un peu de temps avant de mettre un immunosuppresseur chez des malades qui n'ont pas de critères de gravité. Si vous attendez 6 mois avant de le mettre, ce n'est pas une catastrophe, en tout cas dans leur histoire naturelle. Mais si vous faites une surveillance, comme vous l'a dit Mathurin, rapidement, si ce n'est pas cicatrisé, vous allez optimiser ces traitements. Alors, si on compare par contre les immunosuppresseurs par rapport aux anti-TNF, vous voyez qu'en termes d'efficacité, hein, dans ces méta-analyses, en termes à l'induction pour la rémission, vous voyez qu'en termes d'efficacité, les odds ratios ne sont pas tout à fait les mêmes avec l'azatioprime et avec l'adalimumab ou l'infliximab. Il y en a une plus grande efficacité quand même des anti-TNF. Et c'est la même chose pour le maintien de la rémission. Vous avez quand même des odds ratios qui sont nettement supérieurs pour les anti-TNF. Donc une plus grande efficacité. Si on regarde les stratégies top-down, est-ce que ça a été évalué de mettre d'emblée un anti-TNF? Finalement, vous en avez une. Hein. Des stratégies top-down, c'est Sonic. Hein. Ça, c'est les résultats de Sonic. C'est des patients qui avaient une maladie qui était sous corticoïdes, maladie modérée. Et puis, on les a mis, c'est presque un top-down, on va dire, on les a mis rapidement sous anti-TNF. Alors, vous voyez, soit en combo, monothérapie ou sous Immurel, et vous voyez que, vous le savez, hein, ça, je passe vite, les traitements anti-TNF font bien mieux que des traitements immunosuppresseurs classiques. Donc un argument fort pour mettre des traitements anti-TNF précoces dans la maladie.
Si vous regardez cette vieille étude belge qui est intéressante, qui était une stratégie de top-down, vous voyez quand même que même s'il y a à 2 ans, il n'y avait pas de différence, mais les patients avaient eu 1 an, en fait, les anti-TNF. Vous voyez qu'au début, quand même, il y a une différence significative entre les patients qui ont une stratégie de top-down en termes de rémission clinique par rapport à un step-up classique, donc plutôt en faveur d'une stratégie top-down, avec, quand on regarde les résultats endoscopiques à 24 mois, il y a quand même plus de cicatrisation complète dans la stratégie top-down, 73%, versus 30% dans la stratégie step-up. Donc si on se remet dans le contexte maintenant qu'on s'est fixé du treat to target, c'est des arguments qui sont quand même plus forts pour une stratégie top-down chez des patients qui ont des signes de gravité. Et vous voyez pareil, quand vous regardez donc le bénéfice clinique en termes de rechute, vous voyez que les patients qui ont eu un traitement précoce par anti-TNF ont moins de rechute que ceux qui ont une approche plus conventionnelle. Cette diapositive qui est un peu dans le même sens, qui vous montre là que quand on regarde l'efficacité des traitements anti-TNF, c'est ce groupe de Charme, vous voyez que les patients qui ont un traitement anti-TNF, eh bien, en fonction du délai entre le diagnostic et la mise du traitement en route, 2 ans, entre 2 à 5 ans ou plus de 5 ans dans l'histoire de la maladie, votre efficacité n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que voilà, dans l'histoire naturelle de la maladie du patient, si on tarde à prescrire ce type de médicament, pour le même patient, on n'aura pas la même efficacité. Vous voyez, on passe de 43% à 28%. Donc ne pas trop tarder à mettre ces traitements. Alors bien sûr, la question corollaire, qu'on a déjà évoquée, c'était de savoir s'il faut faire une combo ou une monothérapie. Tout à l'heure, Audrey vous a dit que dans des situations de retraitement, il fallait plutôt faire une combo. Là, on est dans une situation d'initiation de traitement. Donc, est-ce qu'il faut faire la combo ou la mono en fonction des molécules? Bien sûr, la mono, on a tendance à le préférer parce qu'il y a une meilleure tolérance. La combothérapie, il y a des avantages en termes d'efficacité et d'immunogénicité. Vous l'avez vu avec l'infliximab dans Sonic, voilà, les résultats sont parlants. Il faut faire une combothérapie avec l'infliximab, c'est bien meilleur que la monothérapie. Pour l'adalimumab, c'est moins évident. Alors vous avez cet essai Diamond qui a été mené dans une population japonaise, mais qui vous montre que finalement, si on regarde la rémission clinique sans corticoïdes dès la semaine 26, il n'y a pas de différence entre mono et combothérapie. Si vous regardez la réponse endoscopique, il y a une différence en faveur de la combothérapie. Si on regarde ces études anciennes qui étaient une méta-analyse à partir des grands essais cliniques, bien, il y avait un avantage pour la combothérapie avec l'infliximab, mais ça on le savait, et pour l'adalimumab, ça ne sort pas vraiment. Dans l'induction, c'était pas évident. D'autres études montraient que c'était plutôt en faveur. Alors, si on regarde la cohorte PANS, qui est intéressante, c'est une cohorte anglaise, il y a 1600 patients quand même. Donc, c'est des patients qui ont été traités par infliximab ou adalimumab. Et on évalue l'efficacité à la semaine 14 selon la prise d'immunosuppresseur ou pas à l'inclusion. Vous voyez quand même que ça soit pour l'adalimumab ou pour l'infliximab, mais ce qui est important, c'est pour l'adalimumab, finalement, on voit quand même qu'il y a une plus grande efficacité dans le groupe, pour voir les patients en rémission, dans les groupes combothérapie. Donc il y a quand même un message qui semble dire que quand on fait une combothérapie à l'induction, quelle que soit la molécule, c'est quand même meilleur en termes de rémission et de réponse. Vous voyez, le taux est quand même supérieur par rapport à l'autre. C'est pareil pour l'infliximab. Et si on regarde l'immunogénicité, vous voyez pareil que, bien sûr, pour l'infliximab, on diminue l'immunogénicité chez les patients qui sont en combothérapie par rapport à la monothérapie. Mais pour l'adalimumab également, c'est significatif. On diminue l'immunogénicité chez les patients qui sont en combothérapie par rapport à la monothérapie. Donc ces résultats sont quand même intéressants et doivent nous laisser penser que, en tout cas, dans l'induction de ces traitements anti-TNF, il y a une place pour la combothérapie pour les 2 molécules. Au moins pendant 6 mois à 1 an à réfléchir. Après, c'est adapté en fonction des patients. Et vous voyez également que si on regarde la persistance du traitement anti-TNF en fonction de son initiation, donc en mono ou en combothérapie, dans cette étude de Cohn, vous voyez que là, c'est le groupe de patients qui a été traité en combothérapie pour l'infliximab et l'adalimumab, et là, c'est en monothérapie. Mais vous voyez que vous avez beaucoup plus d'échappement de traitement chez les patients qui sont en monothérapie. Vous voyez que la combo, donc c'est un argument aussi pour favoriser la combothérapie à l'induction, parce que vous savez que votre molécule va durer plus dans le temps et vous aurez beaucoup moins d'échappement.
il y a quand même beaucoup d'arguments quand on voit les cohortes pour initier en combothérapie, quelle que soit la molécule. Alors bien sûr, parce que ça fait peur cette combothérapie, on vous a tellement fait peur pendant des années avec les risques possibles, bien sûr, il ne faut pas être dogmatique et il y a des situations où on peut moduler ce choix. C'est clair que quand vous avez une maladie sévère, il faudra préférer une combothérapie, mais si elle est modérée, peut-être que vous pouvez discuter. Quand vous avez des formes compliquées comme des fistules, des lappes ou des sténoses, c'est plutôt la combothérapie parce que toutes les études ont été faites en combo et montré le bénéfice de la combo par rapport à la monothérapie. Quand vous utilisez certaines biothérapies, si vous prenez l'infliximab, bien sûr qu'il y a des arguments plus forts pour la combo. Si vous utilisez l'ADA, peut-être que c'est pas systématique. Alors pour l'infliximab, je pense qu'il faut que ça soit systématique. Maintenant, la combo, elle n'a pas besoin d'être forcément à forte dose dans ces situations-là. Ça peut être des combos avec des demi-doses d'Immurel, parce qu'on a autant d'efficacité. La notion d'exposition antérieure aussi, c'est important. Si les patients sont déjà sous Immurel, faut le continuer. Voilà, s'ils ne le sont pas, ça peut être... Voilà. La phase du traitement, comme je vous disais, entre l'induction, l'entretien et le long terme. Donc à long terme, bien sûr, on peut se poser la question d'arrêter ces combothérapies. Et puis, comme l'évoquait tout à l'heure Florent, les caractéristiques du malade, c'est important. Les comorbidités, l'âge et le sexe, c'est important. C'est sûr que si vous avez des patients âgés, la combothérapie, vous augmentez les risques infectieux avec les anti-TNF. Et comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, quand on a plus de 65 ans, on a des risques importants et des risques infectieux de mortalité qui sont augmentés chez les patients qui sont sous anti-TNF, encore plus s'ils sont en combothérapie. Voilà, ça c'est des critères qui doivent amener votre réflexion. Cette diapositive que vous a présentée aussi Mathurin tout à l'heure pour vous dire que bien sûr, le fait de prescrire précocement un traitement par anti-TNF, on l'a vu, c'était intéressant dans l'histoire naturelle de la maladie, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut bien sûr surveiller son malade. Et vous voyez que dans ces deux groupes, ça c'est l'étude de Calme, hein, c'est ce que vous a montré tout à l'heure, que ceux qui ont une surveillance classique versus des patients qui ont un treat-to target, c'est-à-dire qui sont réévalués en permanence tous les 3 mois avec de la calpro ou une endoscopie, on voit que quand on optimise ces traitements anti-TNF, on a quand même un meilleur taux de réponse également en termes de cicatrisation. Donc le fait de le prescrire précocement, ça ne suffit pas pour avoir une bonne réponse au traitement. Il faut bien sûr surveiller son traitement et l'optimiser. Et donc pour en finir, je crois qu'aujourd'hui, il y a une place effectivement pour des premières lignes de traitement anti-TNF chez des patients sévères ou compliqués avec des facteurs de risque. Il faut bien sûr identifier ces patients. Donc ça, c'est important de bien rechercher des facteurs de risque, de bien les évaluer. On peut faire aussi une stratégie de step-up rapide. Et si vous faites une surveillance rapprochée, un target monitoring, donc un treat to target, mais de toute façon, vous serez amené à optimiser ces malades. Donc, ce n'est pas très grave si au début, vous n'avez pas été d'emblée en top-down, parce que de toute façon, dans les 3-6 mois, vous y arriverez rapidement. Et il faudra savoir optimiser son traitement. Ça, c'est important, l'optimiser dans la surveillance et l'optimiser dans la prise en charge thérapeutique, en changeant même parfois de molécules, en faisant du switch ou du swap. Voilà, merci.